Bonjour, c'est Lola de Louis. Aujourd'hui, dans Passage, on vous propose de découvrir les Escales Généreuses, un podcast de l'appellation Côtes-du-Rhône. On connaît la vallée du Rhône pour ses vins, mais que sait-on vraiment de cette région? Et que réserve-t-elle à celles et ceux qui viennent l'explorer? Dans cet épisode, cap vers ce territoire où le vin se raconte non seulement dans un verre, mais aussi au travers d'histoires, en parcourant ces paysages aux mille et une facettes avec celles et ceux qui le font vivre. Bonne écoute! Je vis en ville, mais parfois, j'ai juste envie d'espace, de nature, de lumière. On m'a souvent parlé des Côtes-du-Rhône, de ses vignes vallonnées, de ses villages de pierre et de son art de vivre généreux. D'une région où le vin se découvre aussi bien dans un verre qu'au détour d'un sentier. Alors j'ai eu envie d'y aller, de voir, de goûter. Qu'est-ce qui fait vraiment l'âme de cette région? Que réserve-t-elle à celles et ceux qui viennent la découvrir? Et qu'est-ce qui se cache derrière les bouteilles issues de la seconde région viticole de France? Pour le savoir, j'ai arpenté ses vignes, exploré ses caves et ses paysages façonnés par le temps. J'ai découvert une destination nature, festive et culturelle, où le vin raconte une histoire. Vous écoutez Les Escales Généreuses, un podcast de l'appellation Côtes-du-Rhône. 3 heures depuis Paris et me voilà dans celle qu'on surnomme la Cité des Princes. Pas de doute, je suis bien en Provence. On est au printemps et depuis la fenêtre du train, j'ai vu la nature se réveiller. Mesdames et messieurs, nous arrivons gare d'Orange. Prochain arrêt, Orange. Ici, tout près d'Avignon, les températures sont déjà douces et les rues animées. Mon voyage œnotouristique commence au nord des Côtes-du-Rhône méridionales, au domaine de la Bouvaude. Une première escale aux côtés d'un vigneron pas tout à fait comme les autres. Ancien géologue ayant travaillé dans le tourisme, il a fini par reprendre le domaine en agriculture biologique. Avec lui, je vais découvrir les spécificités du terroir et apprendre à voir la vigne autrement. Bonjour Alain. Bonjour, donc on est au domaine de la Bouvaude, à Roussy-les-Vignes, donc dans les Côtes-du-Rhône. Et je suis content de vous recevoir parce que je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait en termes d'œnotourisme. J'ai entendu parler d'une activité qui est très populaire et très réussie ici, qui s'appelle Entre Vignes et Lumière. Voilà, c'est ça. Donc dans ce domaine, notre priorité, c'est de faire du vin et du bon vin, mais on a aussi une activité touristique qu'on fait uniquement durant l'été, qui s'appelle Entre Vignes et Lumière. Et en fait, l'idée, c'était de faire découvrir le terroir et donc le domaine à des gens, mais de nuit. Pour cela, on a équipé un sentier qui fait plus de 2 km de long, je crois qu'il fait 2,1 km exactement, avec des points d'intérêt qui sont en fait des intermèdes lumineux ou de vidéo. Et on équipe les gens avec un système audio qui leur synchronise le son selon l'endroit où ils sont. Et on va leur raconter des anecdotes liées au terroir propre au domaine. Et du coup, aujourd'hui, on va aller se promener tous les deux pour essayer de suivre un petit peu cette balade. Voilà, donc là, on va découvrir le domaine et on va se rendre compte qu'un domaine, c'est pas uniquement les vignes et le vin. Ici, ça va être aussi les truffières, les oliviers, la soie et une formation rocheuse très particulière qu'on appelle les safres, qui est à l'origine du terroir de Roussy-les-Vignes. On y va ? Eh bien, on y va. Nos visiteurs arrivent ici, c'est le noir complet. Et d'un seul coup, là, vous avez 110 mètres de vignes qui s'éclairent, un petit peu comme une piste d'aéroport. Et ils sont au milieu des rangs de vignes. Et là, on va leur raconter la légende du Mistral. C'est une légende qui vient de l'Ardèche. L'Ardèche, ça fait partie aussi des Côtes-du-Rhône. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que nous, on plante toujours les vignes dans ce sens-là, c'est-à-dire que le Mistral peut parcourir. Et le Mistral, même si on l'aime pas tout le temps parce qu'il apporte du froid, il est très utile pour nous parce qu'il sèche les feuilles quand il pleut. Il pleut pas souvent, mais quand il pleut. Et donc, du coup, ça assainit la vigne. Et ça fait partie du terroir. Et donc, en fait, il y en a, c'est Google leur ami, et nous, c'est le Mistral, notre ami, quoi. Et vous disiez que vous racontiez la légende du Mistral. C'est quoi la légende du Mistral ? La légende du Mistral, c'est que le Mistral, il faisait tellement de dégâts qu'un jour, en Ardèche, donc, ils ont pris le Mistral, ils l'ont enfermé dans une cabane faite en bois d'olivier, comme il se doit. Ils l'ont enfermé, mais le Mistral, il voulait sortir, et finalement, il a réussi à convaincre des enfants en leur disant « Si vous me libérez, je serai gentil, je vous casserai pas toutes les planches, je casserai pas les maisons, et puis je serai plus chaud, et ainsi de suite. » Finalement, les enfants, ils cèdent, et ils libèrent le Mistral, et le Mistral, en fait, il tient pas sa promesse. Ça arrive parfois, et il se met à casser de partout, et donc les enfants viennent le voir, et disent « Mais tu nous avais promis », et donc ils se sentent tout penauds, et finalement il dit « Bon, bah ok, je ferai plus de dégâts, et je vais vous éviter les maladies sur les vignes. »
Et alors là, on arrive devant un champ de lavande. Waouh! Et on a choisi de planter de la lavande qu'on appelle de la lavande vraie, c'est-à-dire c'est pas du lavandin, c'est pas un hybride. Et du coup, ça a une odeur très 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 fine. On coupe quand même les fleurs et on la met dans les petits sachets pour les mettre sous nos draps. Mais il faut venir au mois de juin. Et là, ça va être tout bleu, mais nous, c'est tout petit. Hein. Mais vous verrez, là, il y en a de partout. Et c'est extraordinaire comme vue, quoi. Alors là, on entre dans un lieu très particulier parce que c'est une vieille truffière. Mais surtout, elle est habitée par des sorcières. Voilà. En à peine 30 minutes de marche, Alain m'a plongé dans un décor riche. Les vignes, les oliviers, la lavande, les truffières. Un véritable paradis pour ceux qui aiment la nature comme moi. Et pour mieux comprendre ce qui façonne ces terres et ces grappes, j'ai dû lever les yeux. Donc là, vous voyez une alliance de la technologie vigneronne et de la haute technologie électronique. À l'intérieur, vous avez un vidéoprojecteur qui projette sur cette falaise l'origine de ce que vous êtes en train de voir. Vous voyez les stries comme ça. En fait, c'est les traces de l'ancienne mer Méditerranée qui était ici et qui a déposé du sable. Et donc là, quand les gens y passent, il faut imaginer qu'ils ne voient pas, bien sûr, la colonne, hein, puisque c'est noir, il y a juste des bouteilles au sol. Et d'un seul coup, ça s'éclaire et ils vont voir la mer. Des grosses vagues qui arrivent vers eux. Et on va leur expliquer qu'en fait, la mer, elle a déposé donc ce sable. Ce sable s'est solidifié. Il a fait des collines, donc c'est toutes les collines qu'on voit autour. Et ensuite, il s'est décomposé avec le temps. Et donc, vous voyez, là, vous êtes en train de marcher sur une plage. Et ça, c'est du sable qui s'est mélangé avec l'argile qui vient du ruisseau. Et donc, on a un sol sableux, argileux, qui va apporter une spécificité à nos vins. Et donc, ça va être des vins qui ont beaucoup, on appelle ça de la tension, c'est-à-dire ils ont une petite acidité, il y a un peu de minéralité à l'intérieur. Et ça, c'est propre à notre terroir. Puis après, à d'autres endroits, il y a le terroir qui est différent, sachant que le terroir, c'est pas que le sol. Ça va être aussi le climat. Ici, par exemple, on est en altitude. Et c'est ça qui fait un peu l'intérêt de la vallée du Rhône, c'est que vous allez avoir, sous la même appellation Côte du Rhône, différents types de vins selon les terroirs. Qu'est-ce que ça veut dire, une appellation d'origine contrôlée? Qu'est-ce que c'est l'appellation d'origine contrôlée Côte du Rhône, en fait? À un moment donné, je dirais après la guerre de 14, entre guillemets, il y a eu pas mal de vins qui n'étaient pas forcément de très bonne qualité parce qu'il y a eu des grosses productions. Donc les vignerons se sont réunis entre eux et se sont dit, il faut que, quand on a un terroir particulier ou quand on a un vin de certaine qualité, il soit reconnu comme tel. Et donc, ils ont créé des appellations contrôlées. Donc, au niveau des Côtes du Rhône, on a tout d'abord les Côtes du Rhône. Donc, les Côtes du Rhône, c'est une appellation. Et ensuite, on va monter dans le style, on va dire, de reconnaissance de l'appellation. Et donc, on va avoir quelque chose de très particulier dans les Côtes du Rhône, c'est les Côtes du Rhône village. Et donc, ils vont répondre à un cahier des charges qui est un petit peu différent des autres, parce qu'ils sont un village. Et puis ensuite, on va monter encore un petit peu plus loin, c'est pas forcément en qualité, mais c'est surtout en spécificité. Et on va avoir le droit de marquer le nom de sa commune derrière le village. En Côte-du-Rhône, il n'y a que certaines communes qui ont le droit de marquer son nom. Et là, bonne nouvelle pour vous. Là, c'est sûrement une des plus petites appellations. Elle est très confidentielle. Vous marchez sur un sol où on est en Côte-du-Rhône, village Roussé-les-Vignes. On a passé dans les vignes, on est passé dans les oliviers, donc on est dans un paysage de plaine. Et là, vous allez voir, on va rentrer dans un autre monde. Là, on est sur les Safres. Donc là, on a l'explication du paysage dont je vous parlais tout à l'heure, puisque là, on est monté sur une colline, donc on a fait un petit dénivelé. Et on est dans une zone qui est complètement différente de l'endroit où il y avait les vignes. Donc là, on est sur un paysage semi-désertique avec des rochers sculptés par le vent. Ce qu'on voit ici, c'est les restes d'une ancienne plage, puisque en fait, si vous regardez là, ça, faut imaginer qu'il y avait la mer, et la mer arrivait jusqu'ici. En termes de paysage, c'est assez fantastique. On se croirait un peu dans des paysages des grands parcs américains. Ça fait un petit peu Grand Canyon, ouais. Voilà, c'est ça. Mais en plus petit, parce qu'on est à Roussé-les-Vignes, on n'est pas à Dallas, c'est quoi. Non, c'est incroyable, c'est très beau. Et c'est très impressionnant à quel point c'est abrupt ce changement de paysage. Enfin, c'est en quelques mètres, tout change. Voilà, c'est ça. Sur le chemin du retour, on aperçoit un village médiéval surplombé par une chapelle. Fait de roches blanches, il offre un beau contraste avec les préalpes verdoyantes sur lesquelles il est perché.
Alors là, voilà, là, on a une super vue. Donc c'est un village typique de la région, celui-là. Alors ça, c'est typique de la région. Il y a énormément de très beaux villages médiévaux. Il y a Sablé, il y a Séguré, qui sont pas très loin, qui sont plus au sommet d'une colline. Lui, il est plus adossé à la colline. Mais ils se ressemblent tous un petit peu. Donc avec des remparts, des châteaux, des calades. Donc c'est des rues pavées, en quelque sorte. Et ça, c'est vraiment typique. Ce qui fait qu'on a la chance ici aussi d'attirer du tourisme d'art et culture. Alors qu'on est dans les Côtes-du-Rhône, surtout connus par le vin, quoi. Et vous, qu'est-ce que vous conseillez comme petit parcours de rando pour des personnes qui viennent ici pour le week-end, par exemple ? Monter à la Lance, c'est de la montagne là, qui est juste au-dessus. C'est vraiment bien. Là, il faut déjà être un petit peu randonneur. Sinon, les syndicats de vignerons, souvent, ils créent des sentiers. Par exemple, ici, le syndicat des vignerons a créé un sentier qui s'appelle le Sentier des Terroirs, qui fait une boucle à peu près de, je dirais, 4 km, qui est assez sympa, où on voit exactement ce qu'on a vu là, des vignes, le paysage d'oliviers, de chênes, plus de villages donc médiévaux et des chapelles. Et est-ce que vous avez, vous, un endroit un petit peu coup de cœur où vous allez pour prendre l'air Alors, j'en ai un, là, on y est passé. C'est je viens sur les Safres, là, au coucher du soleil. Il faut regarder l'heure. Il faut amener une bouteille de rosé. Le rosé, c'est bien parce que ça a la même couleur que le coucher du soleil. Donc, ce lieu est vraiment magique. J'ai adoré cette première rencontre. Avec Alain, j'ai découvert un paysage qui n'est pas seulement beau, il raconte une histoire. Les collines vallonnées des Préalpes m'ont donné envie d'en explorer chaque recoin. Et à travers ces récits, Alain m'a fait voyager dans le temps et m'a expliqué ce qui rend son vignoble unique. Mais les Côtes-du-Rhône ne se limitent pas à un seul visage. Je reprends la route, serpentant entre les vignes et les oliviers, direction un peu plus au sud, au cœur du Vaucluse. Au caveau de la maison Gabriel Meffre, Marjorie Bremont m'attend. Avec elle, je vais découvrir une autre facette de l'œnotourisme au sein d'une maison de négoce. Bonjour Marjorie. Bonjour. Enchantée, je suis contente d'arriver ici aujourd'hui. On est à Gigondas, c'est ça ? Oui, exactement. Est-ce que je le prononce bien ? Très bien. Je sais que c'est toujours un peu compliqué avec le S à la fin, mais effectivement, on tient à notre Gigondas. Ici, vous êtes au pied des dentelles. Je les ai vues en arrivant en voiture. Incroyable. La vue est super. Est-ce qu'on va aller voir ? Oui, grâce au sentier biodiversité qu'on a mis en place il y a 2 ans de ça, on peut maintenant faire plus que les admirer depuis le domaine, on peut y aller. C'est un sentier qui est gratuit et qu'on a mis à disposition en fait, de la région. Il est au départ du domaine, donc les personnes se garent sur le domaine tranquillement. Et donc après, on a 6 km 7 de marche. 2h30 à peu près de durée du trajet, dénivelé maximum de 200 mètres. Donc voilà, ça monte un petit peu. Et en fait, avec ce sentier, on va passer par 4 de nos parcelles sur lesquelles on a réalisé des stops pour justement présenter la géologie des dentelles, les papillons, les rapaces, l'appellation du Gigondas, etc. Peut-être qu'on peut commencer par décrire qu'est-ce que c'est les dentelles de Montmirail. Moi, avant de venir ici, je n'avais jamais vu ça. Alors, les dentelles de Montmirail, ça ressemble à une dentelle. En fait, il y a 230 millions d'années, il y avait 2 plaques tectoniques. Et en fait, ces 2 plaques se sont entrechoquées. Aucune des 2 n'a cédé. Et ça a formé, du coup, les dentelles de Montmirail. C'est de la roche calcaire, puisqu'en fait, ça ressemble à de la dentelle, puisque ça fait une sorte de vague, en fait, de montagne. C'est assez impressionnant. Et c'est vrai qu'il y a vraiment de quoi faire. On peut aller, il y a pas mal de personnes donc, comme nous qui aimons faire des randonnées dans les dentelles, mais il y a aussi de l'escalade qui se fait, puisque du coup, c'est des lieux qui sont assez propices à ce genre d'activité. Et c'est un petit peu un emblème de la région. En fait, on les voit d'hyper loin. Enfin, c'est complètement. Fou. C'est vraiment le symbole de la région, les dentelles de Montmirail. On se les partage entre différentes communes, mais c'est vraiment un lieu qui est vraiment très sympathique et assez impressionnant. Et ce qui est assez chouette avec les dentelles de Montmirail, c'est qu'on a toute la partie où justement l'homme et la nature cohabitent, puisque justement au niveau du vin, la viticulture s'est implantée dans les dentelles de Montmirail. Donc on a des terrasses un petit peu de partout sur les différentes communes qui vont produire des vins de la vallée du Rhône, en particulier des crus. Les papillons de jour des dentelles. Ouais. Et en fait, on a fait appel à une dessinatrice qui est sur Toulouse, parce qu'on trouvait ça plus sympa que de faire les photos.
Et justement, du coup, elle nous a dessiné tous les papillons qu'on a trouvés, qu'on a répertoriés en tout cas dans les dentelles de Montmirail. Et ce qui est assez chouette, c'est que de les voir sur le panneau, après vous circulez et vous allez les voir en vrai. Donc c'est plutôt assez intéressant. Et alors ça sent particulièrement bon. Qu'est-ce que ça sent en fait là? Alors principalement c'est ce qu'on va appeler la garrigue, c'est ces forêts spécifiques au sud de la France. Donc moi personnellement ça me rappelle vraiment mon enfance parce que j'ai grandi dans ces coins-là. Donc c'est les différents arbres en fait, les pins, les chênes, etc. qui sont tout autour de nous, qui apportent ces odeurs-là avec leurs sève par exemple. Tu vas avoir toutes les autres plantes comme le thym et le romarin qui sont aussi présents autour de nous. Et qui en fait contribue à l'odeur de la garrigue en général. Et en fait, ça a une odeur assez typique et qui est complètement présente au printemps et qui est assez intéressante quand on circule et qui rend encore le moment plus exceptionnel, quoi. Est-ce que tu as un petit peu des recommandations à nous donner si on veut venir? Quels sont les grands rendez-vous, les grandes réunions? Alors, ce qui est assez intéressant sur la vallée du Rhône, c'est qu'on a beaucoup d'événements qui vont couvrir toute la période estivale, mais aussi on va avoir des événements hors grande saison. Il va y avoir des événements comme le Festival d'Avignon, qui est très connu, qui a lieu en juillet et qui draine beaucoup de monde, en parallèle au siège d'Interrhône, donc au syndicat des Côtes-du-Rhône. Il y a le bar à vin, donc tout le mois de juillet, ça démarre fin juin. Vous avez différentes appellations en fait, avec des viticulteurs qui viennent pour justement faire découvrir les appellations et leurs vins. Fin mai, vous avez le live des Côtes-du-Rhône. Donc ça, je recommande personnellement puisque on est au pied du Palais des Papes. Donc le cadre est magnifique. Vous avez pareil différents viticulteurs qui sont venus pour représenter les différentes appellations et en particulier les Côtes-du-Rhône Village. Et après, vous avez un grand concert sur la place et, avec différents DJ et c'est plutôt sympa. Vous avez aussi la fête du vin de Vaqueras qui a lieu, en mois de juillet aussi, c'est le 13 et le 14 de mémoire. Il y a des banquets le soir, etc. Et puis, je passe tous les événements qui se font dans les domaines. Mais voilà, on a vraiment une très très large palette, donc ce qui fait qu'en général, vous pouvez autant trouver une activité le jour que la nuit. On a aussi tous les marchés de Provence en général dans la région. Après avoir crapahuté au pied des dentelles de Montmirail et arpenté les parcelles de la Maison Meffre, il est temps de se plonger au cœur du savoir-faire des vignerons et des négociants des Côtes-du-Rhône. Comment le raisin devient-il vin? Et que raconte chaque bouteille? Donc là, comme tu peux le voir, on va aller dans la partie de la cave de vinification ainsi que le chai barrique. Et comme tu peux le voir, on a beaucoup de serrures puisque c'est une zone qui est très protégée. C'est vraiment le cœur de notre métier. Ça sent directement. Oui, alors là, du coup, on est dans la cave du domaine. Donc, comme tu peux le constater, c'est on est sur des cuves béton. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a, sur chaque cuve, on a deux nombres. Le premier nombre, c'est pour qualifier la cuve, donc ce sera la cuve numéro 12. Et le deuxième nombre, c'est la contenance en hectolitres de la cuve. Et tu peux regarder, il n'y a pas deux cuves qui ont la même contenance. Mais c'est assez rigolo, c'est une question qui revient souvent auprès des personnes qui nous visitent. Donc en fait, là, on a des cuves où il y a 88 hectolitres. Alors, on a même des cuves qui sont beaucoup plus grosses. On monte jusqu'à 120 hectos. Ouais. Oh, waouh! Et même 145. Et du coup, il y a des appellations différentes dans toutes les cuves, là? Oui, plus ou moins, oui. Donc, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a la partie, donc principalement producteur ici. Mais en fait, vu qu'on a la partie négociant, on a aussi d'autres appellations, même si on n'est pas propriétaire des parcelles. Qu'est-ce que c'est en fait négociant? Je n'ai pas très bien compris. Donc négociant, c'est lorsqu'on n'est pas propriétaire de la parcelle. Du coup, on va acheter la production sous différentes formes. Et en fait, ce qui est assez chouette, c'est qu'on a des partenariats avec des viticulteurs qui sont sur différentes appellations. Et chaque partenariat va être plus ou moins différent. Et donc, suivant les partenariats qu'on va avoir, on va, pour certains, par exemple, sur certaines appellations, on va carrément acheter les raisins. Et donc, on va les vendanger, on va amener les raisins donc, sur une de nos 2 caves de vinification et on va produire les vins.
Sur d'autres partenariats, on va aller acheter du coup le vin qui va être fait suivant nos envies et notre profil en fait. Et du coup, on va amener nos barriques auprès de nos collaborateurs qui vont remplir nos barriques avec ce vin-là et puis on va s'occuper de l'élevage. Et du coup, ça permet d'avoir toute une multiplicité de vins différents au même endroit. Complètement. En venant à la maison, Gabriel Meff, on peut voir des vins autant de la vallée du Rhône Sud que de la partie nord. Donc on peut vraiment avoir une palette assez importante pour s'adapter toujours à notre consommateur, puisque je pense que c'est un petit peu la clé aussi de notre milieu. Le vin, c'est un produit de partage, mais il faut aussi pouvoir s'adapter à la typicité de chacun. Et c'est en ça que ça devient un élément fédérateur. Bon, alors on s'est promené entre les parcelles, on a vu les cuves et les chais. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant, on va aller déguster. C'est parti. Là, on est sur une parcelle qui s'appelle les Trois Yeux. Donc, on est sur une vigne qui est située à 475 mètres d'altitude. On est sur un sol calcaire. Donc, ça va être très intéressant. On a 4 cépages. Grenache blanc, Marsanne, Roussanne et Clairette. On a fait donc des vendanges manuelles. On a un élevage en fût de chêne de 7 mois dans des barriques de minuit. Donc une barrique de minuit, c'est une barrique qui a une contenance de 600 litres. Et en fait, ça permet d'avoir moins de vin en contact avec le bois, donc d'avoir un petit peu moins ce côté boisé, vanillé dans le vin. Et alors, comment on fait pour bien déguster un vin ? Alors, bien déguster un vin. La première chose, c'est de regarder d'abord la robe d'un vin. Donc, en fait, c'est la couleur. Il est toujours important de regarder la robe d'un vin par rapport à un fond blanc. Donc là, typiquement, il faut regarder par rapport à la table, ce qui va te permettre de voir au mieux la couleur. Donc là, on est sur un joli doré un petit peu citronné. Ce qui est intéressant avec la couleur, c'est que ça va même permettre d'aiguiller sur le millésime. Une fois que tu as bien observé la robe, tu peux passer au nez. Donc en général, tu sens une première fois, sans bouger le verre. Et après, tu vas faire un tour dans ton verre pour justement dégager, que le vin s'ouvre et en fait dégager les arômes. Donc tu vas pouvoir sentir les arômes qui vont sentir de suite un peu plus fort. Donc là, on a ces arômes un petit peu assez douces, hein, assez acacia, un petit peu miel, un petit peu amande aussi, avec un petit peu... Ah oui, je les sens. C'est plus facile quand on dit à chaque fois à l'arôme, on le retrouve plus facilement. C'est ça, en fait, j'arriverai pas à le deviner moi-même directement, mais quand tu me guides, c'est vachement plus simple. Alors, c'est souvent ce qui revient, et en fait, souvent, les personnes n'osent pas dire ce qu'elles ressentent quand elles sentent un vin, puisqu'on a justement peur de dire une bêtise. Et c'est justement ce que nous, on essaye d'abolir, puisqu'en pendant très longtemps, on a rendu le milieu du vin, on a été trop élitiste, notamment en utilisant des mots assez compliqués, et en disant des fois un peu de tout et de n'importe quoi dans les dégustations. Et c'est vrai qu'en fait, au final, une dégustation, ça reste très subjectif, ça va dépendre des personnes et il faut absolument pas avoir peur de dire ce qu'on ressent. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ça fait partie des premières choses qu'on apprend en général quand on fait une initiation à la dégustation. Et en fait, l'élément le plus important à retenir, c'est que le vin, c'est un produit de partage et surtout fédérateur. Et du coup, c'est quelque chose d'assez important et assez simple au final. Aujourd'hui, j'ai la sensation d'avoir fait plus que de déguster du vin. J'ai appris à le comprendre. Derrière chaque verre, il y a une histoire. Celle d'une terre, d'un climat, d'un savoir-faire, mais surtout celle de ceux qui le façonnent. Les Côtes-du-Rhône m'ont révélé une diversité insoupçonnée. C'est un territoire vivant qui ne demande qu'à être exploré encore et encore. Le no-tourisme dans la vallée du Rhône, c'est tout un voyage. Vous venez d'écouter Les Escales Généreuses, un podcast de l'appellation Côtes-du-Rhône, cofinancé par l'Union européenne. Merci à Alain Blachon et à Marjorie Bremont pour leur accueil et leur partage. Fanny Sauveplan a animé et écrit cet épisode. Gautam Shukla l'a réalisé et monté. La production est assurée par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média.